Bonjour et bienvenue dans le monde de la psychosomatique clinique. J'aimerais aujourd'hui vous parler, donc c'est une demande particulière, on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé donc de développer un petit peu mes idées sur les pathologies du sein. Et j'aimerais ici vous donner les grandes généralités. Et d'ailleurs, ce livre sur les pathologies du sein a été le premier de la série de l'encyclopédie Bérengel des états d'âme à l'origine de nos maladies. Et je vais vous dire simplement comment c'est venu. Je faisais donc des conférences et notamment par un concours de circonstances, je donnais la même conférence un peu partout mensuellement, c'est-à-dire que je travaillais à Paris, j'animais des séminaires, j'en profitais toujours pour faire une conférence, et notamment, donc, ce jour-là, c'était les pathologies du sein. Et la semaine d'après, je faisais un séminaire à Montpellier, je faisais une conférence, pareil, les pathologies du sein, et à Nice également. Et c'est à Nice que le déclic m'est venu, puisque j'avais envie de faire participer le public et de faire deviner au public qu'est-ce que c'était donc la signification psychosomatique d'une pathologie du sein. Et finalement, on s'est pris un petit peu au jeu et immédiatement, j'ai pensé à la structure du livre et j'aimerais vous faire partager cette généralité par rapport au cancer du sein notamment, puisque c'est une maladie très fréquente, de plus en plus fréquente. Et vous comprendrez pourquoi ensuite. La première chose donc qu'il faudrait, je dirais, mettre en place, c'est le niveau général. En psychosomatique, nous avons 4 paliers. Le premier palier, c'est ce qu'on appelle le palier de la survie, c'est-à-dire le ministère de la survie, c'est-à-dire respirer, boire, manger et se reproduire. Quand ces 4 thèmes sont assouvis, quand ils fonctionnent bien, toutes les espèces peuvent vivre. C'est le premier palier, donc la survie. Ensuite, il y a un deuxième palier qu'on appelle la protection. C'est-à-dire qu'une fois qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange et qu'on se reproduit, eh bien, il faut se protéger contre les prédateurs. Et dans la protection, nous avons vu dans la vidéo donc, de la peau, c'est le derme par exemple, une protection individuelle, comme si on avait une carapace, un bouclier biologique plus ou moins épais en fonction de la région du corps concernée. Mais nous avons donc une protection individuelle, c'est-à-dire le derme, mais aussi ce qu'on appelle les enveloppes, comme les méninges qui protègent le cerveau, le péricarde qui protège le cœur, les plèvres qui protègent les poumons, le péritoine qui protège le tube digestif. Vous avez ce qu'on appelle une membrane, qu'on appelle la vaginale, qui protège les testicules, mais aussi tous les organes, notamment le foie par exemple, il a une capsule de protection qu'on appelle la capsule de Glisson, c'est son nom anatomique. Mais la plupart des organes n'ont pas un nom particulier pour ces protections. Et dans les muscles, c'est ce qu'on appelle les fascias. Et au niveau des articulations, c'est ce qu'on appelle la capsule articulaire. Ça, c'est la protection individuelle. Mais il y a aussi la protection collective, ce qu'on appelle la protection des miens, des gens qui sont autour de moi. Et déjà, une première signification psychosomatique de toutes les pathologies du sein a à voir avec la protection des miens. Et des miens, c'est quoi? C'est mon entourage. C'est-à-dire, en premier, mes enfants et en second, les autres qui gravitent autour de la famille et notamment ce qu'on appelle, il y a un terme donc générique qu'on appelle le nid, c'est-à-dire l'ambiance familiale. Je dirais la famille au sens affectif du terme et non pas la famille au sens ou le nid dans le sens plutôt matériel, c'est-à-dire la maison ou quelque chose comme ça. Donc, on part du principe que toutes les pathologies concernent la protection des miens, des enfants et des autres. Alors les autres, c'est souvent ceux qui vivent dans le nid, dans le foyer familial, c'est-à-dire le partenaire, ou alors les gens qui sont
autorisés à rentrer donc dans le nid, dans ce foyer, sans autorisation, c'est-à-dire les parents, les amis. Mais d'une manière générale, on a d'un côté les enfants et de côté donc le partenaire et les parents. Donc ça, c'est la première chose. Mais le sein, ça sert à quoi? Alors tout le monde trouve, ça sert à nourrir l'enfant, ça sert à, je dirais, comment dire, permettre de croître au niveau donc, des nourritures réelles, mais aussi quand on prend l'enfant, il est peau contre peau, du moins est en contact avec le sein de la mère et le corps de la mère, et donc c'est ce qu'on appelle les nourritures affectives. Donc on a déjà deux mots-clés, si vous voulez, qui sortent, c'est-à-dire la protection du nid, mais aussi donc la nourriture dans le nid. Et la nourriture, donc, il y a quelque chose de très très important qu'il faut, je dirais, mettre en avant. Ça fait partie de l'inconscient collectif ou des idées générales. C'est-à-dire que quand vous voyez un enfant qui est rachitique, qui est très maigre, on pense déjà qu'il n'est pas bien nourri, mais ça veut dire qu'il est peut-être pas en mauvaise santé, mais en tout cas qu'il est fragile. Tandis que quand vous prenez un bébé qui est gros, bien potelé, qui a du volume, notamment bien du gras dans les cuisses, un peu partout, dans la bouille bien ronde, on dit que l'enfant est bien nourri et c'est synonyme de bonne santé. D'ailleurs, c'est un geste archaïque. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, vous lui emmenez toujours quelque chose à manger et notamment des bonnes choses. Mais pourquoi? Parce que inconsciemment, les bonnes choses vont le nourrir et vont le protéger. C'est-à-dire que nourrir un bébé égale bébé en bonne santé. Et toutes les thématiques du sein, de toutes les pathologies du sein, ont à voir avec la bonne santé de l'enfant par rapport à la nourriture de cet enfant. Ensuite, dans les thématiques du sein, il y a plusieurs choses à mettre en évidence. Le nid peut être réel, c'est-à-dire l'enfant ou le partenaire, etc. Donc le danger peut être, je dirais, concerner quelqu'un de très 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 précis. Par contre, quelquefois, cet enfant, donc cet personnage, est plutôt symbolique. Et j'ai vu donc ainsi un cancer se déclencher quand la personne a perdu son travail. Pourquoi? Parce que son travail, c'était comme si c'était sa maison, son nid. Et en plus, comme elle est au chômage, elle n'a plus autant d'argent pour pouvoir se nourrir. Et on retrouve un petit peu le thème symbolique des nourritures. Et les nourritures sont données archaïquement par le sein. Ensuite, cet enfant peut être symbolique, c'est-à-dire ce n'est pas mon enfant à moi, ça peut être mon entreprise, le petit bébé comme on dit, c'est mon bébé. Quand on a monté un atelier, une boutique ou quelque chose comme ça. Et quelquefois ce n'est pas également notre enfant réel, mais ça peut être un neveu, une nièce ou quelque chose comme ça. J'ai vu aussi donc des cas de déclenchement de cancer du sein à la suite de la perte d'un animal. Et l'animal, c'est comme si c'était mon enfant. Donc voilà un petit peu les premières notions. Ensuite, nous avons deux seins, un sein à droite et un sein à gauche. Et classiquement, il y a un sein réservé donc, par rapport à l'enfant au niveau archaïque. Par exemple, la droitière, elle va prendre son enfant de la main gauche et le sein gauche va être en relation avec un drame pour l'enfant. Tandis que la main droite, donc, va être, du moins la main droite, le côté droit va être plutôt en rapport avec un drame pour quelqu'un d'autre, l'enfant, notamment le partenaire ou le père ou la mère. Ensuite, au niveau histologique, il y a 4 types de cancers. Il y a ce qu'on appelle, donc les 2 cancers les plus importants, en nombre, ce qu'on appelle l'adénocarcinome, et c'est un cancer qui va se développer aux dépens des cellules qui fabriquent le lait. Et la thématique psychosomatique de ce cancer, c'est le drame pour cet enfant. C'est-à-dire que, comme s'il n'avait pas assez de lait, je vais produire beaucoup de lait, et c'est pour ça que ça va, je dirais, toucher les cellules qui vont fabriquer le lait. Ensuite, le deuxième, qui est de plus en plus fréquent, et d'ailleurs il dépasse maintenant le premier, à l'époque c'était plus l'adénocarcinome qui était touché, maintenant c'est le canalaire donc infiltrant, intraductal. Et là,
on s'aperçoit que la thématique générale, alors là c'est le canal qui part donc de la glande qui fabrique le lait qui va jusqu'au mamelon. Et dans les cancers de ce style, on va plutôt parler de séparation dans le nid, c'est-à-dire plutôt des problématiques d'entente dans le nid, par exemple séparation toute bête, c'est-à-dire classique, les parents se séparent. Et d'ailleurs, j'ai eu un jour un ami avocat qui m'a dit « mais c'est quand même assez fou parce que comme lui, il traite beaucoup les divorces, il me dit mais c'est assez fréquent donc de voir un cancer chez une femme qui se développe quelques mois après je dirais le procès, ou du moins le divorce effectif au niveau légal. Ensuite, il y a un autre type de cancer qu'on appelle le sarcome. Alors le sarcome va se développer, lui, au niveau donc des cellules de soutien. C'est-à-dire que vous avez dans le sein les glandes, les canaux, donc ça c'est pour fabriquer le lait, pour le mettre vers l'extérieur, mais vous avez donc une grande partie du sein qui est ce qu'on appelle le tissu de soutien. Et le tissu de soutien, donc tout simplement, c'est aussi simple que ça, c'est le manque de soutien. Et ça va se développer aux dépens du tissu donc, de soutien. Et le quatrième cancer, c'est le cancer sur cicatrice, généralement, c'est-à-dire, et là, c'est plutôt le ressenti, un état d'âme particulier, comme si on m'avait enlevé le sein, comme si on m'avait arraché le sein. Donc voilà un petit peu les grandes thématiques par rapport aux pathologies du sein. Et dans le sein, vous avez donc plusieurs pathologies, et on va commencer par les plus simples, notamment donc les abcès du sein. Et là, le mot-clé est ce qu'on appelle la souillure dans le nid. C'est-à-dire souillure, c'est quelque chose donc de pas sympathique, de dégueulasse, si je peux m'exprimer ainsi. Au niveau donc du tissu de soutien, nous avons aussi une pathologie qu'on appelle la mastose. C'est-à-dire que là, on va les seins font mal, même quelquefois les femmes, je dirais, ne peuvent même pas se toucher, et surtout le mari ne peut pas les toucher, simplement parce que le conflit derrière, c'est le manque de soutien dans le nid. Et ensuite, vous avez les tumeurs bénignes, comme les kystes, les petits fibroadénomes. Et là, c'est les mêmes thématiques qu'il faut aller rechercher dans l'histoire de la personne par rapport donc, au drame dans le nid, etc. Maintenant, j'aimerais terminer par la dynamique. La dynamique dans tous les cancers du sein que j'ai examinés, et il y en a beaucoup depuis donc maintenant une vingtaine d'années, on s'aperçoit que la plupart des cancers, il y a ce qu'on appelle des éléments déclenchants. Exemple, un drame dans le nid. Et je vous donne un exemple. Cette dame donc, qui a développé donc, un adénocarcinome suite au suicide de son neveu. Donc ce n'était pas son enfant réel, c'était son enfant symbolique. Et cet enfant, malheureusement, était, je dirais, très affecté psychologiquement. Et après plusieurs tentatives de suicide, a mis fin à ses jours. Et quelques mois plus tard, cette femme a présenté donc un cancer du sein. Donc c'est ce qu'on appelle des circonstances déclenchantes. Et là, on va chercher drame dans le nid et on va voir un petit peu étudier, explorer qu'est-ce qui s'est passé à peu près, en gros, 6 mois, 1 an, avant donc l'apparition des premiers symptômes, avant que soit le médecin ou soit la femme elle-même, lorsqu'elle se lave, elle prend sa douche, elle touche son sein et puis elle trouve une petite boule ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les circonstances déclenchantes. Mais dans la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle des circonstances programmantes, c'est-à-dire que ce thème de danger pour l'enfant ou danger pour le mari, c'est simple. On va le retrouver, mais dans des intensités beaucoup moins fortes, mais assez fréquemment dans l'histoire de la personne sur des dizaines d'années, comme si la personne était sensible à ce thème conflictuel. Et pour exprimer ça, j'utilise le concept de la jarre psychosomatique. Vous imaginez une grande jarre. Alors ça déborde avec le déclenchant, mais surtout ça se programme avec les programmants, c'est-à-dire que ça se remplit progressivement. Dans quelques cas assez rares, nous allons étudier la dynamique transgénérationnelle. C'est-à-dire que l'histoire familiale sur plusieurs générations et aussi pendant
que l'enfant, la petite fille est dans le ventre de sa mère, il a pu se passer quelque chose de ce style. Donc, la thérapeutique, si vous voulez, d'une pathologie du sein, elle est, je dirais, assez cadrée aujourd'hui, puisque le nombre de cas est très très important. Et c'est surtout mettre en évidence les déclenchants, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait au moment où, donc, quelque temps avant l'apparition des symptômes, la programmation s'il y en a une, mais surtout l'histoire de la personne avec tous les conflits, ce qu'on appelle programmant, et surtout peut-être la chose la plus importante, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une pathologie, notamment un cancer, que le problème est réglé. C'est-à-dire que psychiquement, la personne est toujours dans l'activité conflictuelle de drame, dans le nid, mais c'est inconscient. C'est ce que j'appelle l'entretien du débordement. Et cet entretien du débordement, c'est la source la plus importante de complications aujourd'hui au niveau de la thérapeutique. Et j'aimerais terminer par cette thérapeutique. C'est en 2005 que j'ai pris la décision d'associer obligatoirement la thérapeutique classique, chimio, rayons, etc., avec la thérapeutique psychosomatique. Et toutes les femmes qui sont venues et qui ont suivi cette thérapie complètement, parce qu'il y a des femmes qui viennent et puis je ne les revois plus, mais en tout cas, toutes celles que j'ai suivies sont aujourd'hui vivantes et je pense que l'apport de la médecine classique qui nous permet, si vous voulez, de parer à l'aggravation immédiate et surtout donc d'arrêter l'évolution des processus cancéreux, couplé à une exploration psychosomatique pour mettre en évidence les tenants et aboutissants psychiques, permettant aussi donc de repérer dans ma vie d'avant, mais aussi dans ma vie quotidienne, les éléments qui pourraient, je dirais, entretenir le conflit. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est très clair que l'association de la thérapeutique classique hospitalière plus la thérapeutique, le suivi psychosomatique nous donne de très bons résultats et je vous encourage à aller dans ce sens si bien sûr cela vous parle. Et pour ça, je vous propose donc de lire beaucoup plus de détails dans le livre consacré à cet effet. Je vous remercie.